Donc merci de m'avoir invité à réfléchir avec vous sur comment trouver des solutions pour faire face à ce problème important. Vous m'avez demandé de parler de la sylviculture que l'on appelle irrégulière et dont la dénomination plus complète, c'est irrégulière, continue et proche de la nature. Alors évidemment, sauf quelques irréductibles, les conséquences des changements climatiques, c'est une réalité incontestable. Il suffit de regarder tout ce qui se passe à l'échelle de la planète. J'ai vu récemment que le groupe d'experts sur le climat avait fait une prévision encore plus pessimiste. Il tablerait à l'heure actuelle sur un réchauffement global de plus 5 degrés. Donc, évidemment, ces changements climatiques sont incontestables. Moi, je préfère quand même la notion de changements globaux. Pourquoi? Parce que ça mérite d'être un peu plus large que le simple réchauffement climatique qui pose déjà problème, hein. Donc, au-delà de l'augmentation des températures, de la modification du régime des précipitations, il va y avoir évidemment augmentation des petites et des grandes perturbations qui sont des phénomènes, on va dire, naturels, puisque les forêts, naturellement, évoluent sous forme de perturbations. Le problème, c'est qu'elles augmentent beaucoup plus que ce qu'il faudrait. La notion de changements globaux, l'intérêt, c'est de montrer qu'il y a des connexions avec des tas d'autres choses. Par exemple, les grandes perturbations, comme par exemple la tempête de 99, ça a fait chuter les cours du bois. Et les cours du bois ont eu un impact fort sur, évidemment, des choix de sylviculture, de gestion. Avec les changements climatiques, il y a aussi une modification de la répartition des pathogènes, etc. Donc cette première diapo, je voulais insister sur l'augmentation des dépérissements diffus et aussi des grandes perturbations, avec des conséquences qui peuvent être multiples. Je vous en donne une. Par exemple, en Lorraine, sur la région naturelle qui s'appelle le plateau lorrain, qui est sur un support, c'est des marnes. Avant, assez facilement, on avait des hivers où la température descendait au-delà de moins 20 degrés. On n'a plus ce genre de température basse, ce qui fait que ça nous pose des problèmes pour sortir les bois, hein, puisqu'avant, on attendait que les sols soient durs parce qu'ils étaient gelés pour sortir plus facilement des bois. Euh, J'interviens en tant que prof AgroParisTech, mais je suis aussi, je fais partie de l'association Futaies Irrégulières. Alors, cette diapositive, ça me permet de vous présenter un peu cette association. Elle utilise un réseau de parcelles de référence. Ces parcelles sont numérotées d'un point de vue chronologique, c'est-à-dire que la numéro 1, c'est la plus ancienne et les numéros les plus forts, ce sont les dispositifs les plus récents. Alors, cette diapo n'est pas tout à fait complète parce qu'on vient juste d'installer 12 dispositifs, 12 parcelles de référence dans le nord de l'Allemagne. En tout cas, sur cette carte qui permet de voir un peu la variabilité des conditions, cette carte, le fond, c'est la carte des précipitations pour l'année 2003, la carte du cumul des précipitations pour les 3 mois de juin, juillet, août. Avec plus, quand c'est bleu, les précipitations sont fortes et quand c'est rouge, il y a très peu de précipitations. Et cette carte, elle permet de voir à nouveau qu'en écologie, rien n'est simple, que les facteurs sont souvent combinés. On part de la sécheresse, on part de la sécheresse de 2003. En réalité, 2003 a été une année chaude, mais pas forcément sèche partout. Et c'est ce qui explique que, par exemple, certains dispositifs où il y a le hêtre est important, ces hêtres n'ont jamais autant poussé que les quelques années qui ont suivi 2003. Alors, pour parler de l'intérêt de la sylviculture irrégulière face aux changements globaux, il faut revenir un petit peu à son origine. L'origine, c'est quoi? C'est l'Allemagne. En 1811, création de l'école forestière de Tarente. Tarente, c'est une petite ville qui se trouve au sud de Berlin, dans la banlieue proche de Dresde. Donc, cette école forestière, elle est aussi à l'origine du traitement que l'on appelle de la futaie régulière, qui est le traitement que vous connaissez, qui est très répandu à l'échelle de la planète, qui est même majoritaire. L'école forestière de Nancy, c'est 1824, c'est la date que je vous ai mise.
il y a eu le début de futaie régulière en France, pareil, vers ces années-là, mais en France, on n'a pas adopté ce traitement de la futaie régulière de manière massive, alors qu'en Allemagne, très tôt, ce traitement s'est un peu généralisé. Et l'intérêt, c'est que quand on généralise un traitement, on fait apparaître aussi ses limites. Et donc, petit à petit, à partir des années 1850, 1860, 70, progressivement, on s'aperçoit que les peuplements qui sont gérés comme ça perdent leur résistance. Je vous ai dit, les grandes ou les petites perturbations, ça fait partie du fonctionnement normal d'un écosystème forestier. Le problème, c'est que les dégâts augmentaient et augmentaient beaucoup trop vite. Et les dégâts se chiffraient en centaines de milliers de mètres cubes, voire en millions de mètres cubes. Ce qui fait qu'au début du XXe siècle, il y a quelques forestiers allemands qui ont commencé à réfléchir à comment faire en sorte d'intégrer ces perturbations dans la production forestière. Et c'est le début de la futaie irrégulière. Et cette futaie irrégulière, elle a été mise en œuvre de manière assez confidentielle au début. Et elle a vraiment augmenté à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même si ce qui a vraiment poussé à l'adoption de manière un peu systématique de cette sylviculture en Allemagne, c'est deux grosses tempêtes. Nous, on a eu la tempête de 99, les Allemands ont eu à peu près la même tempête de même ampleur, mais ils avaient eu avant, en 90, une tempête d'ampleur comparable. Et donc, c'est ce bref rappel historique permet d'insister sur le fait que la gestion qui était pratiquée durant le 19e siècle en Allemagne a conduit à une perte progressive de résistance, si bien que Otto, dans son ouvrage d'écologie, parle de perturbations en chaîne, c'est-à-dire qu'il y a un dommage et les dommages s'enchaînent suite à la casse liée à la neige, il y a des attaques d'insectes, etc. Et si bien aussi que dans certains landes, et je vous donne l'exemple des forêts domaniales du Bade-Württemberg, la majeure partie de la possibilité annuelle, c'est-à-dire du prévisionnel de récolte. Normalement, on prévoit pour que ce soit conforme à la commercialisation, à la sylviculture. Là, non, la majorité de ce qui est récolté, c'est lié à ce qu'on appelle des produits accidentels. Et donc, pour conclure sur ce petit rappel historique, la futaie irrégulière a été proposée pour intégrer les perturbations dans les cycles de production. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Naturellement, il y a des perturbations. Et cette sylviculture, elle a aussi été réfléchie pour essayer de réduire la vulnérabilité économique des écosystèmes forestiers. Et je parle de vulnérabilité économique, c'est-à-dire que la tempête de 99, ça a été une grosse perte économique. C'est pas forcément ça n'a pas forcément une grosse perte au niveau écologique. Et donc, je me place volontairement dans cette fonction économique de la forêt. Le résultat de ce petit survol historique, c'est aussi que les peuplements trop artificialisés sont soumis à plus de perturbations. On est depuis ces 3 dernières années, il y a, enfin, vous avez sans doute entendu parler des problèmes de scolytes en plaine. Dans les années 2002 à 2006, dans les pays de Savoie, il y a eu à peu près 1 500 000 m3 de bois qui sont tombés, enfin, qui ont été scolités. Et c'est essentiellement lorsqu'ils ont été introduits, ces épicéas, à des altitudes trop faibles, que le scolyte s'est particulièrement acharné sur ces peuplements. Et je voulais aussi conclure cette diapo en disant que cette sylviculture, elle a été imaginée pour faire face à des risques de production. Et les changements globaux, même s'ils sont importants, ne doivent pas faire oublier tous les risques. C'est-à-dire qu'une sylviculture, malheureusement ou heureusement, doit essayer d'intégrer tous ces risques de production. Et parmi les risques les plus fréquents, c'est les risques de variation du marché. Alors, cette sylviculture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye d'imiter la dynamique des écosystèmes forestiers, ce qui conduit à une diversité d'essences et de dimensions. Alors, si je m'arrête un petit peu sur la diversité des essences et des dimensions, je vous ai mis à droite un graphique qui illustre une forêt qui se trouve dans le massif vosgien. Donc, c'est une forêt où le hêtre, c'est l'essence climatique. Et en moyenne, sur la propriété, le hêtre représente à peu près 30% du volume. Mais évidemment, il y a des zones où le hêtre représente 100% du volume et des zones où il n'y a pas de hêtre. Et donc, en abscisse, vous avez la proportion en volume du hêtre.
Et en ordonnée, vous avez la même chose, la proportion, mais cette fois-ci du être, mais cette fois-ci en valeur potentielle. La valeur potentielle, ça caractérise les perspectives de recettes futures. Et donc, évidemment, si le être représente plus de 50% du volume, supposons que j'ai un dépérissement brutal, je vais modifier complètement l'ambiance forestière et je ne vais pas pouvoir maîtriser les flux de lumière à l'intérieur. Donc, ça va me poser des problèmes. Si par contre le être représente 20% du volume, c'est beaucoup moins grave. Il peut y avoir mortalité, mais les conséquences ne seront pas les mêmes. Et si je raisonne en valeur, la conséquence, elle est encore plus. Enfin, il faudra y faire encore plus attention. Donc, vous voyez, ce graphique permet un peu de relativiser les choses, c'est-à-dire on ne peut pas non plus s'intéresser qu'à une seule essence. La plupart du temps, quand on gère des peuplements, c'est des peuplements qui sont mélangés. Si ce n'est pas le cas, c'est vrai qu'on doit être alerté et essayer de corriger le tir. Et de la même façon, je vous ai mis en vert les zones de la forêt qui représentent quand même 43% des placettes où le hêtre représente moins de 10%. Or, on est quand même dans les Vosges, le hêtre est l'essence climatique, donc du coup, normalement, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de hêtres. Et on sait que le hêtre, dans l'étage montagnard, c'est une essence qui favorise la germination des résineux. Donc, il ne faut pas voir une essence uniquement comme un outil de production de bois, mais c'est une essence qui peut aider à la production d'autres choses. Donc, il faut mesurer à la fois l'importance économique de l'essence et aussi le rôle de cette essence. Elle peut avoir une importance économique faible, mais avoir un rôle sylvicole. Cette sylviculture, elle est basée aussi sur une gestion par arbre. Donc, cette gestion par arbre, elle permet plus facilement d'intégrer la variabilité génétique d'une essence. Et cette sylviculture nécessite aussi, favorise ce qu'on appelle la valeur de sauvegarde. La valeur de sauvegarde, c'est, on sait qu'il y aura des aléas, il y aura des perturbations. Et la question est, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a eu cette perturbation ? Par exemple, vous avez eu, là, ces 2 dernières années, une mortalité assez forte dans le chêne pédonculé, qui lui aussi souffre de ces 3 années chaudes et sèches. Mais par exemple, le chêne pédonculé, quand ça fait 1 an qu'il est mort, le prix n'a pas chuté. C'est-à-dire que sa valeur de sauvegarde, ce qui reste économiquement une fois que l'aléa est arrivé, sa valeur de sauvegarde est forte, contrairement à d'autres essences. Cette sylviculture se caractérise aussi par la continuité du couvert. Or, on sait que c'est un paramètre important parce qu'un peuplement, on parle d'ambiance forestière, un peuplement, il a une valeur microclimatique, il modifie le microclimat. Et repasser par une coupe rase pour faire une plantation, c'est perdre cette valeur microclimatique. En termes de croissance, on ne recherche pas tout à fait la même chose qu'en futée régulière. On essaye de favoriser la croissance en hauteur dans le jeune âge et après de favoriser la croissance en diamètre. Par exemple, pour des feuillus, dès que l'arbre fait une quinzaine de mètres, il faut qu'il ait un gros houppier. Donc ça conduit en matière de feuillus à des arbres moins hauts, à des houppiers plus gros, ce qui fait que quand il y a un aléa du type tempête, ben les dégâts se font plus sous forme de chablis et moins sous forme de volis. Or, les chablis, ça permet de récupérer l'habit de pied, donc on a une valeur de sauvegarde supérieure, alors que avec des volis, on perd quasiment la valeur de la grume. Autre point important, c'est que cette sylviculture, d'un point de vue économique, elle cherche à concentrer l'accroissement sur les tiges de meilleure qualité. Et donc, cette stratégie va impacter sur ce qu'on appelle le temps de rotation du capital valeur. Alors, pour commencer par on va commencer par le temps de rotation du capital volume. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est le temps nécessaire pour, partant d'un certain volume, par exemple, vous avez une propriété qui est au global à 2000 m3, combien de temps il vous faut pour à nouveau avoir 2000 m3, tout en ayant coupé durant la période 2000 m3. Donc, c'est le temps de rotation du capital volume. Et on sait que ce temps de rotation du capital volume, il est compris entre 30 et 40 ans. Et ça, assez rapidement, il n'y a pas besoin que la structure soit très équilibrée. Dès que vous avez un peu de toutes les dimensions, le temps de rotation, y compris de volume, est compris entre 30 et 40 ans en moyenne.
Sur le graphique de gauche, je vous ai mis le temps de rotation du capital valeur cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais en euros. Vous avez un peuplement qui vaut 10 000 euros. Combien de temps il vous faut pour récupérer 10 000 euros tout en ayant à nouveau 10 000 euros? Et donc là, vous avez en abscisse certains dispositifs AFI avec des couleurs par rapport à des essences. Et on voit qu'en moyenne, le temps de rotation est de l'ordre de 25 ans, avec évidemment une variabilité. Mais la finalité de cette gestion, c'est de faire mieux que le temps de rotation du capital volume. Et c'est facile à faire, hein, si on pratique, si on applique les consignes du traitement irrégulier de concentrer l'accroissement sur des tiges de meilleure qualité. Vous pouvez descendre et certains dispositifs peuvent être en dessous de 20 ans et certains un peu exceptionnels peuvent être en dessous de 10 ans. Donc, ce qui est quand même... parce que ça traduit quoi? Ça traduit le fait qu'il est important de savoir à quelle vitesse le changement climatique ou les changements globaux arrivent. Mais en même temps, il faut savoir quelles sont les marges de malheur du gestionnaire. Si vous êtes capable de récupérer le capital financier d'une propriété au bout de 20 ans, ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas de casse, qu'il n'y aura pas de dépérissement, etc. Mais ça donne une marge de sécurité par rapport à récupérer le capital au bout de 50 ans. De la même façon, on sait que chaque fois que l'on fait une coupe en forêt, ce qu'elle fait, c'est qu'elle perturbe, elle augmente les risques, hein, elle perturbe le peuplement, une coupe. Et c'est pour ça qu'en général, on préconise de ne pas dépasser 30%, de ne pas dépasser plus de 30% du stock, hein, en un seul prélèvement. Et donc le graphique de droite, lui, qu'est-ce qu'il vous montre? Il vous montre en abscisse la part en pourcentage de la valeur de consommation, c'est-à-dire la valeur marchande d'un peuplement, et en ordonnée le pourcentage de couverts correspondant. Et je vous ai mis deux dispositifs, Gergy en bleu, première audit, et Gergy 10 ans plus tard en rouge. Et vous avez Follin, un peuplement de Douglas en vert. Et donc on voit que dans le cas de Gergy, 50% de la valeur de consommation, si par exemple, supposons que le propriétaire ait des besoins financiers ou autres, en prélevant 50% de la valeur de consommation, on n'impacte que de 10% le couvert. Et la gestion pratiquée a encore permis d'améliorer cet indicateur. Donc ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on peut agir, c'est-à-dire faire en sorte que les prélèvements économiques, il y aura forcément des coupes. Et donc, il faut que les coupes ne déstabilisent pas trop les peuplements. Alors, quels sont les moyens d'action pour essayer quelles sont les solutions que l'on peut proposer face aux changements globaux? Alors, d'un point de vue vocabulaire, d'un point de vue risque, en général, on parle de lutte active. C'est quand on essaye de lutter contre l'origine du problème. Et en matière de changement climatique, on parle d'atténuation. Et la lutte passive, c'est on essaye de diminuer les conséquences du problème. Et donc, on est aujourd'hui dans ce cadre-là de l'adaptation. Alors, parmi les règles de bon sens, on sait qu'on a une augmentation des aléas, hein, des perturbations. Autant éviter d'augmenter les facteurs de vulnérabilité. Et parmi ces facteurs de vulnérabilité, tassement du sol, donc une mauvaise exploitation, des peuplements trop monoculturaux, une seule monoculture, une seule essence, d'exporter les éléments minéraux ou la matière organique, de faire, on a vu, des prélèvements trop forts. Ça, je considère comme étant des règles de bon sens. Il y a aussi je voulais quand même ouvrir une petite parenthèse sur un problème de communication. À l'heure actuelle, on entend trop souvent des solutions un peu fortes du style face au changement climatique, il est urgent d'intervenir et de tout changer. Et je pense qu'il y a un opérateur qui doit essayer de défendre son patrimoine, c'est le propriétaire, c'est le maître d'ouvrage, face à des personnes qui lui proposent et qui ont une solution miracle en modifiant par introduction d'une nouvelle essence fantastique. Il doit lui-même essayer de ne pas céder à ce genre de sirène. Parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup trop d'opérations de communication qui incitent à transformer les peuplements, c'est-à-dire à modifier les essences. Et on verra que ce n'est pas forcément une stratégie sans risque. Pour cette diapositive, je voulais juste terminer sur le fait que cette sylviculture, évidemment,
Elle est basée sur une gestion par arbre, donc une gestion individuelle, mais elle est aussi basée sur ce qu'on appelle le contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des choix sur du long terme. On peut remettre en cause ces stratégies à chaque fois que l'on repasse un martelage. Et cette sylviculture, elle est basée sur des contrôles périodiques. À chaque passage en coupe, on peut faire un audit de ce qui s'est passé avant et éventuellement modifier les dosages. Euh, donc, en matière de changements globaux, on peut imaginer deux stratégies un peu extrêmes, hein. La première stratégie, on l'a vu, c'est de proposer des transformations, c'est-à-dire de changer des essences. Si on décide de planter, dans le cas du changement climatique, c'est qu'on considère que l'essence ou les essences en place, enfin, ne sont pas à leur place, ne sont plus à leur place, et il faut modifier cette chose-là. Or, une plantation en plein, c'est une opération qui possède elle-même des risques. Elle a déjà un coût économique important. Une plantation, c'est assez facilement entre 5 000 et 8 000 € de l'hectare. Donc, pour assurer la rentabilité de cette opération, c'est quasiment impossible. Alors évidemment, à l'heure actuelle, vous avez entendu parler du plan de relance, c'est-à-dire que si ces opérations sont entièrement subventionnées par des crédits publics, ça modifie évidemment la donnée économique. Mais par rapport à toute l'historique de la futaie irrégulière, c'est quand même oublier que repasser par des phases pionnières, c'est-à-dire remettre à blanc, redémarrer l'écosystème au niveau des phases pionnières, c'est aller devant toute une série de problèmes, de manque de stabilité, de manque de résistance de ces nouveaux peuplements. Et ça, d'autant plus qu'on a artificialisé l'espace avec des mises en andin, des broyages, du travail du sol, etc. En plus, quand on choisit une nouvelle essence qui sera adaptée pour dans 50 ans ou dans 100 ans, comment gérer cette essence durant la phase de transition? Et autre inconvénient de cette stratégie numéro 1, hein, on en a parlé, c'est de voir que quand on coupe un peuplement, on perd sa valeur microclimatique. Et on a aussi ce qu'on appelle des coûts cachés. C'est comme coûts cachés, on a aussi ce qu'on appelle les sacrifices d'exploitabilité. C'est-à-dire que c'est souvent compliqué à expliquer ça à un propriétaire parce que lui, on coupe un peuplement, il reçoit de l'argent et on lui dit, mais en réalité, vous êtes en train d'en perdre. C'est-à-dire que vous avez coupé des arbres trop tôt. Et donc ça n'est quasiment jamais intégré dans les coûts d'une plantation. Stratégie numéro 2, c'est de gérer les peuplements en place et d'essayer de réduire leur vulnérabilité par rapport à tous les risques que l'on peut imaginer. Et ça, souvent, ça veut dire augmenter les valeurs de sauvegarde, diminuer les temps de rotation du capital valeur, améliorer les vitesses de cicatrisation, euh, augmenter la diversité en essence. Une essence n'est pas là que pour produire du bois, elle est là aussi pour aider à la production d'une autre essence. Elle peut avoir un rôle d'éducation, elle peut avoir un rôle de stabilisation. Utiliser la diversité génétique des arbres, donc ça c'est l'approche par arbre qui permet ça. Dans cette partie, j'insiste sur le fait que c'est pas parce qu'une essence n'est pas en station qu'il faut l'éliminer. C'est-à-dire qu'au contraire, une essence qui, parce que des aléas, une essence qui n'est pas en station, si elle est par exemple sur des parties des sols superficiels, elle subit plus souvent qu'une autre des stress hydriques. Et donc souvent, ces individus-là ont une différence génétique qu'il faudrait utiliser. Donc si on ne va pas garder tous les arbres qui sont sur des conditions très sèches, hein, parce que l'objectif, c'est aussi de produire de la valeur. Mais éliminer systématiquement ces individus, c'est perdre une partie de cette diversité génétique. Et j'en ai déjà parlé, la sylviculture continue, parce que elle est par nature adaptative, elle permet plus facilement de modifier les dosages d'essence, etc. Alors évidemment, par rapport à ces deux extrêmes, on peut faire une stratégie hybride, c'est-à-dire on peut aussi, au lieu de faire des plantations en plein et de trop perturber le peuplement en place, on peut faire des plantations en point d'appui.
Et ça, on peut le concevoir comme une sorte d'auto-assurance. Alors, le dosage entre combien est-ce enfin, la quantité de plantations en point d'appui. Alors, les points d'appui, ça peut être des plantations individuelles. Par exemple, un merisier, souvent, on le plante de manière individuelle, mais ça peut être aussi des petits collectifs. Ça, c'est plutôt le cas du chêne ou du hêtre. Euh, et donc, l'importance de la quantité de plants que l'on va introduire dans un peuplement existant, ça va dépendre de l'aversion au risque du propriétaire et puis des sommes qu'il sera prêt à payer. Mais cette stratégie s'appuie sur une combinaison, c'est-à-dire on s'appuie sur des peuplements existants pour accélérer, faire du génie écologique, cicatriser, augmenter, enfin réduire l'aversion, réduire les risques, etc. Donc, en conclusion, la sylviculture que l'on appelle irrégulière, continue et proche de la nature, et qu'on peut aussi appeler sylviculture pro-sylva, depuis la création de ces deux associations et aussi de l'association AFI, de l'association Pro-Sylva France et de l'association AFI, cette sylviculture, elle tend à se développer en France. Elle fait partie prenante des solutions possibles, hein, pour essayer de répondre à des tas d'enjeux. Alors paradoxalement, elle est plus facilement acceptée à l'heure actuelle pour répondre à une fonction sociale, en particulier pour faire accepter des coupes pour des forêts périurbaines, pour la protection des biens et des personnes, ça c'est le cas des forêts de montagne, pour l'intégration d'enjeux écologiques, alors qu'à l'origine, elle a été imaginée pour des raisons économiques et pour essayer de limiter l'impact des perturbations sur le rendement financier des forêts. Elle a comme principe que tout peuplement peut être amélioré. Il n'y a pas de mauvais peuplement, de peuplement ruiné, de peuplement sans avenir. On peut toujours essayer d'améliorer et éventuellement en introduisant, hein, comme on a vu, par plantation en point d'appui, pour contribuer à une accélération d'un changement, d'une dynamique, etc. En tout cas, les points forts, c'est que cette sylviculture, elle insiste sur le fait que la production de bois doit s'inscrire dans le fonctionnement de l'écosystème, que les perturbations font partie du cycle de production et donc il faut qu'on puisse les absorber facilement et que l'augmentation de la naturalité, j'ai parlé beaucoup de la dimension économique, mais l'augmentation de la naturalité des peuplements, c'est aussi une sorte d'auto-assurance. Les changements globaux ont une répercussion, ont des répercussions qui vont bien sûr au-delà des écosystèmes forestiers, mais historiquement, cette fuite irrégulière a été créée pour que les peuplements ne perdent pas leur résistance. Les changements globaux viennent en plus des perturbations qui existaient déjà. Et je terminerai en disant que la forêt française a augmenté d'environ 6 millions d'hectares sur le dernier siècle, essentiellement par dynamique naturelle. Donc, c'est un formidable moteur d'évolution, de renouvellement. Avant de vouloir le remplacer par introduction de nouvelles essences, il faut autant vouloir l'utiliser, l'accompagner et l'orienter. Ça veut dire pas forcément le garder tel quel, mais l'utiliser, l'orienter, ça me paraît être les meilleures solutions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Max Bruciamachi. Alors, beaucoup de questions pour vous pour terminer cette matinée. Alors, d'abord, les forestiers qui sont toujours présents dans la salle du PNR à Montels. La futaies jardinée en Jura suisse et français date de 1800 et quelques. Les aménagements en témoignent. Il y a un recul de plus de 2 siècles dans ces régions de montagne. Donc, j'imagine, est-ce que vous l'avez étudié? Oui, oui. La futaies jardinée, c'est l'origine, c'est la méthode du contrôle, hein. C'est-à-dire c'est Gournot qui a théorisé le problème du jardinage. Et on sait que les futaies jardinées, évidemment, sont parfaitement adaptées aux conditions de montagne. Elles sont recommandées chaque fois qu'il y a des enjeux, par exemple, de protection des biens et des personnes. Mais la futaies jardinée, c'est un cas particulier de la futaies irrégulière.
La futaie jardinée, c'est les deux, la futaie irrégulière et la futaie jardinée, sont basées sur des coupes jardinatoires, c'est-à-dire une gestion de l'arbre, euh, le suivi de l'accroissement, la gestion du mélange, tout ça, ça c'est des points communs. La petite différence, c'est lorsque vous avez des gros écarts de prix unitaire, c'est-à-dire ici, entre des gros bois et des petits bois, les gros bois se vendent beaucoup plus cher que des petits bois. On n'a plus besoin de faire un des inconvénients de la futaie jardinée classique, c'est-à-dire que historiquement, la futaie jardinée a été basée sur ce qu'on appelle des normes de sylviculture, c'est-à-dire des normes qui disent combien de tiges il faut par classe de diamètre. Et ça, par exemple, les pères fondateurs de la futaie irrégulière ou les forestiers qui ont théorisé la futaie irrégulière après sont assez réfractaires aux normes de jardinage. C'est-à-dire, ils disent le principe du jardinage est bon, la méthode du contrôle de Gouraud qui permet de contrôler de manière périodique l'évolution des peuplements. En Suisse, il y a un célèbre forestier qui s'appelle Biolay qui a appelé cette méthode la méthode des petits pas ou la méthode expérimentale. On teste tel niveau de matériel à l'hectare, on voit comment les peuplements réagissent, on corrige. Donc évidemment, il y a des liens de parenté très forts entre la futaie jardinée qui est apparue avant la futaie irrégulière, un petit peu avant. Donc il y a les principes qui sont communs. La différence, c'est que quand vous avez des grosses variations de prix unitaire, grosses variations, quand je parle en termes de quand je compare une petite tige et une grosse tige, les normes n'ont aucun sens. Et donc, malheureusement, les normes de jardinage, on a vendu les normes de jardinage à la planète entière. Et par exemple, des fois, il y a des érablières à sucre au Canada qui sont gérées avec des normes de jardinage, ce qui est un contresens absolu. Donc, le jardinage, ça a permis d'avancer dans la sylviculture, mais malheureusement, il a eu aussi des inconvénients. Inconvénient aussi sur la futaie irrégulière, visiblement, il y a quelques questions un peu critiques, des réflexions plus exactement. Florence qui nous dit non seulement ce n'est pas une stratégie sans risque, mais c'est aussi une stratégie qui n'est pas sans arrière-pensée. La transformation totale du peuplement, rajoute-t-elle. Là, par contre, je n'ai pas compris la question parce que l'irrégulier, sa démarche, c'est de dire tout peuplement existant, on peut l'améliorer. La transformation, elle est pratiquement jamais utilisée. On peut D'accord. faire des plantations en pointe-à-pied, mais la transformation, c'est modifier les essences en place. Or, le principe même de l'irrégulier, c'est de dire, en gros, il n'y a pas de mauvais peuplement. La caractéristique d'un forestier, c'est de repérer dans un peuplement, même un peuplement qui peut paraître, j'aime pas le terme de ruiné, mais il est parfois utilisé, même dans un peuplement que certains peuvent appeler ruiné, le potentiel d'amélioration. Donc, je ne comprends pas la question. Ah, elle dit, elle est en train de réécrire, Florence, pour préciser justement, peut-être Lucille, ça va arriver sur ton PC et pour repréciser, elle dit: «Non, ce n'est pas le sens, c'est l'inverse. Je voulais dire que la transformation totale n'est pas exempte d'arrière-pensée». Voilà, Ah oui, d'accord. Oui, voilà. oui. Ouais, D'accord, d'accord. voilà, moi, je me suis contenté de lire, pardon. Ok, j'ai compris. Donc, oui, oui, ben, c'est ce que j'ai mis dans une diapo. J'en ai pas parlé dans mon exposé, mais enfin, quand je disais qu'il y a un problème de communication à l'heure actuelle, le problème, c'est que quand on invite un peu à de la prudence par rapport à la transformation, il y a certaines personnes qui disent, mais tu n'es pas conscient de l'importance du changement climatique. Et évidemment, le changement climatique, les changements globaux sont une réalité très forte. Mais de là à se précipiter, à vouloir tout changer sous prétexte que l'on est irresponsable si on ne fait pas quelque chose maintenant parce qu'on n'a qu'un siècle pour modifier les choses, ou on n'a que 50 ans, c'est exactement l'inverse. Il faut d'abord commencer par améliorer ce qui existe, et la méthode du contrôle périodique permet éventuellement d'accélérer progressivement, de rectifier le tir. Mais ce qui est sûr, c'est que si on dit ce peuplement n'a pas d'avenir et qu'on le coupe pour mettre autre chose, on a eu raison. Le peuplement, il n'a plus d'avenir, on l'a coupé, quoi. André demande, y a-t-il des comparaisons entre futaie irrégulière et futaie régulière? Alors, bon, on a compris l'impact économique, mais lui, il parle en termes de stockage de carbone.
Alors, ce qui est dans le stockage de carbone, le plus important, c'est le stockage de carbone dans le sol, hein, qui représente à peu près la moitié du stockage global. Mais donc après, la futaie irrégulière, par le fait que le couvert est continu, ne déstocke pas. Hein, il n'y a pas de phase de pleine lumière où il y a un déstockage du carbone. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, l'important pour le carbone, c'est la durée de vie des produits. Mmh. C'est-à-dire que pendant combien de temps, si par exemple on fabrique des taillis à courte rotation, la durée de vie des produits est très très courte. Si on produit beaucoup de bois de mauvaise qualité, ce qui est le cas dans la futaie régulière, où vous avez à peu près 80% du cycle de production, c'est des bois de petite dimension. Oui. Donc, l'irrégulier, sa rentabilité est basée sur le fait qu'on essaye d'augmenter fortement la part de gros bois et de très gros bois. Et donc, ben, c'est des produits, on va du coup fabriquer des produits qui auront des plus grandes durées de vie. Ouais. Mmh. Philippe Dreyfus demande c'est un petit aparté à Florence qui a posé la question, de préciser de quelles arrière-pensées elle voulait parler dans sa question, si elle veut le faire, comme ça on revoit ça. André Péchin demande si à quelques nuances près, on n'est pas sur une forme de sylviculture qui s'apparenterait au modèle Pro-Silva pratiqué par un certain nombre de forestiers privés. Ah oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on cette sylviculture, on l'appelle Prosilva, proche de la nature. Les Anglais appellent ça Continuous Forest. Donc, il y a des dénominations qui peuvent être variables. Euh, donc, à l'origine, en France, quand Prosilva France a été créé, on parlait de sylviculture Prosilva, mais ça a choqué certains en disant c'est pas forcément. Enfin, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Donc, au final, on parle de sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature. En raccourci, on parle de sylviculture aussi irrégulière. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais l'irrégularité, ce n'est pas une fin en soi. Et c'est vrai, le but, c'est de gérer le peuplement. L'irrégularité, c'est une conséquence. Bon, il n'y a jamais de dénomination qui fait consensus, mais c'est ouais, c'est ça, c'est la sylviculture pro-sylva. Emmanuel demande, vous parlez de plantation, mais ne faut-il pas aussi considérer pardon, la régénération naturelle qui conserve un maximum de diversité génétique et donc de possibilités de résilience de la forêt aux changements environnementaux? C'est la futaie naturelle, quoi. C'est celle que l'on retrouve justement après les coupes. On en a beaucoup en Ariège d'ailleurs. C'est de ça Oui. dont il Alors, parle, j'imagine. la sylviculture irrégulière, elle est basée sur l'utilisation maximale de la régénération naturelle. Hein, c'est essentiellement ça. Dans le cas du changement climatique, pour certaines situations où il y a un fort dépérissement, le dépérissement il peut être lié à une attaque de scolyte, à la calarose ou à autre chose. On a, quand le propriétaire a les moyens et quand il y a une volonté, on a la possibilité d'accélérer un peu le processus et à ce moment-là, on va introduire par plantation. Mais la majorité, le but, c'est au maximum de procéder par régénération naturelle. Oui, oui, c'est clair. Oui. Les forestiers qui sont au PNR demandent que c'est aujourd'hui la recherche sur la diversité génétique. Et ils citent, voilà, c'est en train de m'échapper totalement, Francis Allais, je crois, je pense que c'était en bas, voilà. Francis Allais qui donnerait des pistes en présentant un arbre comme un individu ou comme colonie, l'infogénétique des bourgeons apicaux varie-t-elle sur les rameaux d'un même arbre? Voilà. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'un arbre, c'est une usine à mutation. Un arbre, c'est plein de bourgeons en activité ou dormants qui sont très peu protégés, donc ils subissent continuellement des mutations. Et la particularité des arbres, c'est que les mutations peuvent être transmises. Mmh. C'est-à-dire que c'est ce que disait la personne, j'ai oublié son nom, mais un même arbre peut avoir plusieurs génomes différents, quoi. Il y a une variabilité au sein d'un arbre. Et c'est pour ça que des fois, par rapport à la calarose du frêne, vous avez certaines branches qui sont parfaitement vertes, qui continuent à se développer, alors que le reste du houppier est complètement défeuillé, les rameaux fins ont disparu. Donc, un arbre, c'est une vraie usine à mutation. Nous, en tant qu'espèce animale, on ne transmet que les caractères acquis, enfin les caractères innés, mais les arbres, eux, ils peuvent transmettre des caractères acquis. J'ai une question, très, très précise, d'Alexandre qui demande si en futaie irrégulière, on a des exemples réussis de gestion de châtaigneraies? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
Le châtaignier, c'est une Ferrari, c'est-à-dire que le châtaignier, il faut le faire pousser vite. D'accord. Si vous le contraignez, il a des tas de défauts qui apparaissent, de la roulure, et cetera et puis, si vous avez une cépée de châtaignier, quand vous essayez de l'éclaircir, en général, tous les brins qui restent sèchent. Donc, en général, quand vous avez un taillis de châtaignier, où c'est des cépées avec beaucoup de tiges qui font 20, 25, 30 de diamètre, en général, il vaut mieux, puisqu'ils ont une histoire, il vaut mieux couper toute la cépée plutôt que d'essayer de faire une éclaircie dans la cépée, de faire du furetage de cépée. Mais par contre, si on le prend assez tôt, et j'ai en tête des exemples en Touraine où un propriétaire a géré des anciens taillis châtaigniers, là c'est pareil, on rentrait dans ces taillis avec des tas de brins qui faisaient moins de 10 de diamètre. Vous savez, je dis souvent, il n'y a pas de mauvais peuplement, mais parfois on arrive dans un peuplement, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Des peuplements écorcés par les cerfs. Il a géré ça progressivement et c'est devenu il a affranchi certains brins. C'est devenu des super peuplements de châtaigniers. Oui. Alors justement, vous parlez des cerfs et Laurent demande si le risque dit, ou c'est plus une réflexion, d'ailleurs il n'y a pas de point d'interrogation, que le risque gibier est fort avec des plantes chargées en minéraux, parce que ce matin nous avons aussi vu que la régénération naturelle n'est pas non plus indemne de ce risque gibier. Le risque gibier, c'est malheureusement un risque général et la solution, c'est de revenir à un meilleur équilibre. En futée régulière, on clôture des grandes parcelles. Il faut déjà assurer le fait que toutes ces parcelles sont bien clôturées parce que souvent, il y a autant d'animaux dedans que dehors. Mais si on clôture les quelques espaces sur lesquels il y a de la lumière, il y a de la régénération, il y a du potentiel alimentaire pour les animaux, les animaux, ils vont aller encore plus impacter le reste, quoi. C'est-à-dire, si vous êtes à côté d'une propriété qui gère par futée régulière des grands espaces et qui les clôture, les propriétaires riverains, ils subissent toute la pression parce que les animaux, il faut bien qu'ils aillent manger quelque part. Et comme les chasseurs font de l'élevage, on a augmenté les populations. Donc le fond du problème, c'est qu'il faut vraiment diminuer, les populations de cervidés et puis revenir à un équilibre. Alors en irrégulier, on a moins de possibilités de faire des clôtures sur des grandes surfaces parce que ça n'aurait pas tellement de sens. Donc on procède par protection individuelle, mais rien n'est satisfaisant, hein. C'est un problème général. Mmh. Anne nous dit: «La futée irrégulière entraîne des coupes sélectives. Existe-t-il des formations d'exploitants forestiers, et ou ETF?» Alors merci pour l'acronyme, dédié à ce type de gestion forestière, nous dit-elle. Je ne sais Je pas ce que ça veut pense dire ETF, je ne sais pas si vous pouvez le c'est préciser. entrepreneur de travaux forestiers. D'accord. ETF, c'est entrepreneur de travaux forestiers. Alors, à une époque, je ne sais pas si c'est encore, il y avait au Nouvion, la coopérative forestière du Nouvion faisait des formations à la sylviculture en irrégulier, à la gestion, la gestion, la surveillance des coupes, aux travaux sylvicoles. Donc, je ne sais pas si ça fait encore partie des calendriers de formation continue. Euh, de plus en plus maintenant d'ETF sont compétents dans ce genre de choses. Historiquement, les premiers experts qui ont appliqué cette sylviculture en France, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils passaient une demi-journée avec une équipe d'ouvriers, ils leur montraient ce qu'il fallait faire. Ce qu'il faut souvent faire, c'est éviter le travail inutile. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de taper sur de la ronce, etc. Il faut faire le petit dosage, la petite intervention, maintenir du couvert. Donc ça s'apprend effectivement. Ça veut dire que souvent, l'expert a passé une demi-journée avec eux, puis après, il est revenu au bout de 2, 3 jours, il a regardé, voilà, et petit à petit, les gens ont été formés. Donc maintenant, il y a des équipes de personnes d'ETF qui savent, ou d'ouvriers qui savent faire ce genre de gestion. Oui. Mmh. Jean-Baptiste, Daubray, qui était là tout à l'heure, nous dit: «L'intérêt financier de ce type de gestion n'est-il pas atténué par le marché actuel du bois qui se dirige vers une standardisation et par l'importance que prend le bois énergie en tout cela?» Alors, le bois énergie, c'est un super auxiliaire pour améliorer la qualité des peuplements. On a besoin d'une filière bois énergie, mais le bois énergie doit rester un sous-produit. C'est-à-dire Mmh. que c'est pas parce que ça représente 20 millions de mètres cubes et que c'est supérieur que c'est pas avec ça qu'il y aura des revenus sur une propriété. Donc, le bois énergie, on en a besoin
Moi, j'aime bien aussi le bois énergie avec sa fonction sociale, c'est-à-dire je préfère le bois bûche au bois en granulé. Pourquoi? Parce que ça évite qu'on envoie en forêt des super gros engins. Je préfère enfin, aider des gens qui ont des difficultés financières. Le chauffage, ça coûte de l'argent. Donc, que les crédits publics aillent à l'amélioration de l'équipement des personnes, c'est-à-dire modifier les poêles, parce que ça serait aussi idiot qu'on mette du bois bûche dans des maisons qui ne sont pas isolées thermiquement, hein. Il faut que cette énergie soit aussi bien, que le bois énergie soit aussi bien valorisé. Donc, tous les crédits publics qui vont vers l'amélioration des systèmes de chauffage, c'est aussi une bonne façon de valoriser le bois énergie. Mais le bois énergie, pour moi, ça doit rester un sous-produit de la production de bois d'œuvre. Et c'est un sous-produit qui est important en volume, hein, mais ça doit rester un sous-produit. Ce n'est pas le volume qui m'intéresse, c'est l'argent. Et est-ce qu'on va vers une standardisation? Oui et non. C'est-à-dire, si on regarde actuellement les prix unitaires, la qualité, elle se paye. Regardez les prix des chaînes de qualité, il y a quand même une sacrée différence par rapport aux 2. Il y a sur les 4 ou 5 dernières années, il y a eu une flambée de la qualité D dans du chêne. C'est les Chinois qui ont acheté 3 fois plus cher les chênes de qualité D. C'est-à-dire qu'au lieu de les acheter 30 € du mètre cube, ils les ont achetés 90 €. Et là, à ce moment-là, on se rapprochait d'un mauvais C où il pouvait y avoir peu de différence. Mais les chênes de qualité A, ils se vendent quand même 400 € du mètre cube. Donc, je ne pense pas que... Et puis, on n'a pas intérêt. Les crédits publics doivent aller vers la valorisation de la matière. Tout ce qui est de qualité doit être mieux valorisé qu'à l'heure actuelle. Il faut pas que les crédits publics s'orientent vers la valorisation du bois de faible qualité et de faible dimension. Il y a ce besoin-là, mais il faut aussi se consacrer à la valorisation de la qualité intrinsèque des bois. Je pense en particulier dans du résineux à la différence bois mature, bois juvénile, hein, qui n'est pas assez valorisée au niveau de la filière. Moi, je fais partie du conseil scientifique du parc des Vosges du Nord et dans la nouvelle charte, la dernière charte du parc des Vosges du Nord, il y a un enjeu, c'est mieux valoriser la matière. Et il y a une grosse marge de progression. Allez, la dernière avant de partir en pause repas. C'est les forestiers qui sont au PNR qui nous disent, qui nous demandent, qui vous demandent, dans la situation actuelle de grande coupe de dépérissement d'épicéas dans l'Est, préconisez-vous de planter ou d'attendre une recolonisation naturelle, notamment d'un point de vue économique? Alors, il faudrait, moi, ce qui m'inquiète, c'est le nouveau plan de relance, hein, parce que vu les montants affichés là, je pense qu'il va y avoir des bêtises qui vont être faites. Économiquement, si vous avez quelque chose qui vous coûte plus de 5 000 € de l'hectare, c'est-à-dire si c'est vous qui les payez, si c'est pas la collectivité, hein, c'est très très compliqué de rentabiliser cet investissement. Donc, les coûts de plantation en plein vont être de cet ordre de grandeur. Si j'intègre la protection et les premiers dégagements, je vais plutôt être à 6 000, 7 000, voire 8 000 € de l'hectare. Ça sera très, très compliqué de justifier ces choses-là. Donc ça, c'est un premier raisonnement. Économiquement, enfin, pour moi, ça ne tient pas la route. Après, il y a aussi ce que je vous ai dit sur l'histoire du jardin, de la futaie irrégulière, le fait qu'on essaye au maximum d'utiliser la dynamique naturelle. C'est quand même dommage de faire des investissements lourds alors qu'il y a moyen d'attendre. Il y avait une propriété qui se situait dans les Vosges du Nord, qui était limitrophe avec une forêt domaniale. Et sur cette propriété privée, il y a eu essentiellement, il y a eu 15 000 mètres cubes de bois par terre, ce qui est quand même pas rien, essentiellement de manière diffuse, mais il y a eu aussi des plantations, il y a eu aussi des zones qui sont tombées. La plus grosse faisait 3 hectares. Il a eu 2, 3 comme ça, trouées un peu conséquentes, hein. La maximale faisait 3 hectares. Ce qui est rien par rapport à ce qui s'était passé à côté, mais n'empêche que pour le propriétaire, 3 hectares, ça faisait quand même beaucoup. Et puis il avait déjà perdu, enfin, il avait perdu pas mal d'argent sur 15 000 sur 15 000 mètres cubes. Donc, ce qu'il a voulu faire, c'est de dire non, non, on va attendre, on va utiliser ce qui arrive. Et puis,
c'est toujours pareil, on a peur que la régé naturelle ne marche pas bien. Il a dit, bah, je vais à peu près planter un tiers de la surface. Sauf que ce faisant, il a eu droit à aucune subvention. Et donc, le système de subvention est pervers. On va inciter des gens à faire des plantations en plein parce que c'est la seule solution qui va être subventionnée. C'est pour ça que dans le cadre du plan de relance, là, il faut absolument se débrouiller pour que les plantations en point d'appui, la bonne gestion de ce qui va revenir naturellement soit favorisée. Et je vous invite à regarder sur le site de Prociva France la dernière position de Prociva France sur justement ce problème-là, sur le plan de relance. Et vous allez voir que l'association Prociva France préconise, comme je le fais aussi, le fait de trouver des solutions autres qui est de temps en temps et que l'État veuille faire en sorte que tout le monde s'y retrouve dans le plan de relance, peut-être, et que la plantation en plein ne soit pas exclue, peut-être aussi. Mais c'est quand même dommage que les systèmes de subvention subventionnent une artificialisation du milieu. Allez, rapidement, une toute dernière qui vient d'arriver et pourtant, j'imagine qu'il va falloir sortir la calculette. Quel est le coût, nous demande Laurent, d'une régénération naturelle en futaie irrégulière? Ou plutôt, quels sont les éléments à prendre en compte pour le calcul du coût d'une génération naturelle? Alors, en irrégulier, la régénération naturelle, elle est diffuse, hein, et elle représente, pour donner des ordres de grandeur, elle va représenter 20% de la surface à peu près, hein. Donc, on peut regarder avec l'AFI, on suit les dépenses, les recettes et les dépenses en dépeuplement, là. On peut regarder les investissements en temps. On est de l'ordre d'à peu près 1 heure par hectare et par an au niveau de l'investissement en soins, taille de formation. Et quand on parle de dépenses, il y a la dépense qu'il est difficile de valoriser, c'est ce que j'appelle la dépense huile de coude, vous tapez sur de la ronce. Et puis vous avez une dépense qui fait appel à de la matière grise, c'est la taille de formation. La taille de formation, c'est une dépense, mais qui va générer une plus-value, puisque vous espérez récupérer ça dans les prix unitaires. Donc, en termes de temps, l'ordre de grandeur peut peut-être vous paraître élevé. Je ne sais pas si vous avez des idées d'ordre de grandeur, mais 1 heure par hectare et par an pour tout ce qui est suivi de la régénération. Mais ça peut aussi, enfin, il faudrait la décomposer en investissement qui sera difficile de rentabiliser et investissements sur lesquels vous espérez une plus-value.